Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne l'appareil reproducteur féminin. Donc tout d'abord, nous allons observer une lame mince d'un ovaire pour constater que dans un ovaire, il va y avoir plusieurs follicules, donc c'est selon ces petites masses que je vous entoure, et que au sein de ces follicules, on va avoir des ovocytes. Alors, tous les follicules n'iront pas à maturation en même temps. On va avoir des cycles plus ou moins réguliers chez la femme qui dureront 28 jours. On va commencer par analyser le cycle ovarien. Donc on peut voir que du 1er au 5e jour, on va avoir un follicule qui sera sélectionné, qui va entrer en croissance. Donc on est dans une phase folliculaire. Ensuite, du 5e au 14e jour, la croissance de ce follicule se poursuit et on voit que l'ovocyte ici est entouré de nombreuses cellules et d'une cavité, donc on va avoir un follicule qui sera mûr. Au 14e jour, nous aurons l'ovulation, le follicule va expulser son ovule dans les trompes. Du 14e au 28e jour, le follicule se transformera en corps jaune puisqu'il sera riche en cellules lutéales, la lutéine qui est une molécule qui est jaunâtre. Donc le reste du follicule se transforme en corps jaune qui régresse à mesure qu'on avance dans le cycle jusqu'au 28e jour. Ce cycle ovarien va être corrélé à une évolution hormonale. On va voir que du 1er au 5e jour, donc on est dans la phase de menstruation ici, l'œstrogène est produit par les follicules. On va avoir des petites cellules à l'intérieur de ce follicule qui vont produire de l'œstrogène. Donc plus on avance dans le cycle, plus notre follicule va grossir et va produire de cellules qui vont elles-mêmes produire de l'œstrogène. Donc on va voir que la quantité d'œstrogène produit par le follicule va augmenter progressivement dans le sang jusqu'au jour 14 où nous aurons un pic d'œstrogène et on verra que ce pic d'œstrogène provoquera indirectement l'ovulation. Après l'ovulation, cet œstrogène va soudainement diminuer et en parallèle, on va avoir une augmentation de la progestérone. Œstrogène et progestérone seront elles-mêmes deux hormones produites, fabriquées par le corps jaune, jusqu'environ au 21e ou 22e jour. Puis, s'il n'y a pas fécondation, cette quantité de progestérone et d'œstrogène va subitement diminuer puisque le corps jaune va régresser. S'il y a eu fécondation après l'ovulation, ce corps jaune restera en place, donc on verra que la quantité de progestérone et d'œstrogène seront toujours à une quantité stable et assez élevée. Nous allons passer maintenant au cycle utérin. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, du 1er jour au 5e jour, on va avoir ce qu'on appelle les menstruations, les règles. Ceci correspond à une destruction de la paroi de l'utérus qu'on appelle aussi la muqueuse utérine. Donc, on peut le voir ici que l'utérus est constitué d'une paroi interne, la muqueuse utérine, et d'une paroi externe un peu plus musculaire. Tout ça constitue l'utérus. Après les règles, cette muqueuse va se reconstruire et va s'épaissir sous l'effet de la stimulation de l'œstrogène, œstrogène qui est elle-même produite par les ovaires. Donc ça veut dire que là, on va avoir une hormone produite par les ovaires qui auront un lien direct sur l'épaississement de l'utérus. On a donc bien une synchronisation entre les ovaires et le développement utérin. Au jour 14, donc le jour de l'ovulation, on voit que la muqueuse utérine continue sa croissance. On voit ici qu'on va avoir une épaisseur un peu plus conséquente et l'apparition de glandes sécrétrices. Du jour 14 au jour 28, la muqueuse utérine qui aura atteint son maximum vers le 21e jour va se maintenir jusqu'à la fin du cycle. S'il y a eu fécondation, cette muqueuse utérine va rester. S'il n'y a pas eu fécondation, on repart sur un cycle avec un jour 1 qui correspondra aux menstruations.
Donc on peut voir ici qu'il y a vraiment une synchronisation entre ces trois cycles. Les ovaires vont produire des follicules, les follicules vont grossir, et en grossissant, ces follicules produisent une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Cet œstrogène va avoir un lien direct sur l'utérus, puisque plus l'œstrogène augmente, plus l'utérus, la muqueuse utérine, va s'épaissir. Au jour 14, enfin un tout petit peu avant le jour 14, on va avoir un pic d'œstrogène qui entraînera l'ovulation, et ce pic d'œstrogène va permettre à notre muqueuse utérine de produire aussi un mucus grâce aux glandes sécrétrices. En quoi est-ce essentiel? On voit ici que s'il y a fécondation, cet embryon qui résultera de la fécondation va pouvoir venir se nicher ici dans la muqueuse utérine, et les glandes sécrétrices vont sécréter du glycogène, donc un sucre qui permettra de nourrir l'embryon s'il y a nidation. Par contre, s'il n'y a pas eu de fécondation, on va avoir progressivement le corps jaune qui va régresser, diminution de la quantité de progestérone et d'œstrogène. On va donc avoir aussi en parallèle une diminution de l'épaisseur de la muqueuse utérine, et on repart pour un cycle avec des règles. Donc on voit bien ici que la fabrication d'œstrogène et de progestérone permet le lien entre le cycle ovarien et utérin, et que c'est bien la variation de la concentration des hormones fabriquées par les ovaires qui vont conditionner la transformation et l'évolution de l'utérus. On va aller un peu plus loin dans le raisonnement sur l'action des hormones. Il faut se rappeler que chez l'homme, on a le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc hypothalamus plus hypophyse, qui vont agir en produisant de l'ALH et de la FSH. Et chez la femme, ce sera à peu près pareil, sauf que le rôle de l'ALH et de la FSH seront différents. Donc pour comprendre leur fonction, on a fait des expériences chez des souris. Première souris, une souris témoin. Elle est normale, on va observer une activité ovarienne qui est normale, avec un développement utérin et cyclique de la muqueuse utérine. Par contre, si on fait une hypophysectomie, c'est-à-dire qu'on va lui retirer l'hypophyse, on observe qu'il n'y a aucune activité ovarienne, pas de sécrétion hormonale puisque pas d'œstrogène, et absence de développement de la muqueuse utérine parce que pas d'œstrogène. On peut donc interpréter ici que l'hypophyse est essentielle à l'activité ovarienne, donc l'hypophyse va avoir un lien direct sur les ovaires. Comment cette hypophyse va avoir un lien sur les ovaires? On va, comme les expériences faites chez les rats mâles, lui retirer l'hypophyse, mais injecter des extraits d'hypophyse où on retrouve deux hormones, la LH et la FSH. Et on voit que si on prodigue de la LH et de la FSH via une seringue, on retrouve une activité ovarienne et on va retrouver un développement cyclique de la muqueuse. Cela veut donc dire que l'hypophyse produit deux hormones LH et FSH qui vont aller agir normalement sur les ovaires et ovaires qui agiront sur la muqueuse utérine. Donc pour vérifier que la LH et la FSH vont agir directement sur les ovaires et non pas sur l'utérus, on va faire une dernière expérience. On va retirer les ovaires, on va retirer l'hypophyse et on va injecter de la LH et de la FSH. Et on voit bien qu'il y a absence de développement de la muqueuse utérine. Donc ça veut dire que la LH et la FSH ne vont pas agir directement sur la muqueuse utérine, mais vont agir sur les ovaires qui iront produire de l'œstrogène qui permettra l'évolution de la muqueuse utérine. Donc, ce graphique-là nous permet de voir qu'il y a un lien étroit entre œstrogène et LH, puisque le pic d'œstrogène intervient un jour avant le pic de LH. On va donc avoir une régulation de mon hypophyse grâce à la sécrétion d'œstrogène par mon ovaire. Ça veut dire que mon ovaire va rétroagir
au niveau de mon hypophyse. C'est l'œstradiol, l'œstrogène, qui sera à l'origine du pic de LH, et donc pic de LH, ovulation. Deuxième chose, on veut vérifier que l'hypophyse est bien contrôlée par l'hypothalamus. Je vous rappelle que l'hypothalamus produit une neurohormone, la GnRH. Donc on voit bien ici que la GnRH va avoir un lien direct sur la production de FSH et de LH par l'hypophyse, puisque sans GnRH, on va avoir une concentration moindre de FSH et de LH. Autre expérience, si je regarde l'évolution de ma maturation de mon follicule, je constate que sans FSH, mon follicule reste immature, alors que si j'ai de la FSH tout au long de mon cycle, on va avoir une maturation de mon follicule. Ça veut donc dire que ma LH va agir sur mon ovaire en effectuant une ovulation, alors que ma FSH va agir sur mon ovaire en produisant ou en faisant arriver un follicule à maturation. Tout ça, on peut le résumer non pas à partir d'un, mais de trois schémas bilans, puisqu'on va découper le cycle en 3, du 1er au 13e jour, donc dans la phase folliculaire. On a bien l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse en sécrétant de la GnRH. Cette hypophyse va produire FSH et LH qui va me permettre la stimulation et la maturation de mes follicules grâce à la FSH et la sécrétion d'œstrogène, œstrogène qui ira agir sur l'utérus en épaississant l'endomètre. Du 13e au 14e jour, on va avoir l'ovulation. Pourquoi ovulation? Puisqu'on va avoir une très forte augmentation d'œstrogène car nos ovaires vont produire beaucoup d'œstrogène. Ce pic d'œstrogène entraînera un pic de LH. Ce pic de LH permettra l'ovulation. La progestérone commence à être produite par le corps jaune. On continue d'épaissir la muqueuse utérine au cas où il y ait une fécondation dans les jours qui suivent. Ensuite, on a notre dernière phase du jour 14 au jour 28 où on reprend quasiment la même figure que le 1er au 13e jour, sauf qu'ici, notre corps jaune va produire également de la progestérone qui nous permet d'avoir encore une suite de l'épaississement de la muqueuse utérine. Donc pour résumer, contrairement à l'appareil reproducteur masculin, comme nous l'avons vu précédemment, ici les ovaires et l'utérus va fonctionner de manière cyclique jusqu'à la ménopause. Les ovaires possèdent de nombreux follicules qui, chaque follicule, contiennent un ovule. Et à chaque cycle, un seul follicule arrivera à maturité et libérera son ovocyte, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Lorsque l'ovulation a lieu, ce follicule se transforme en corps jaune. Mes ovaires vont produire, en tout cas mes follicules vont produire de l'œstrogène et de la progestérone, et ces deux hormones vont modifier et vont avoir un lien direct sur le cycle de l'utérus qui prépare à une éventuelle nidation d'un embryon s'il y a eu fécondation. Donc l'appareil reproducteur féminin fonctionne grâce à un contrôle hypothalamo-hypophysaire qui se trouve dans le cerveau, et ça, comme chez l'homme. On va avoir les neurones de l'hypothalamus qui vont produire de la GnRH. Cette GnRH va stimuler l'hypophyse et va permettre la libération de LH et de FSH par cette hypophyse. LH et FSH qui vont avoir un lien direct sur une action directe sur mes ovaires. La FSH va stimuler le développement des follicules ovariens qui vont eux-mêmes produire de l'œstrogène, tandis que le pic de LH va permettre l'ovulation. Donc on a bien un lien direct, une synchronisation entre les différents niveaux, que ce soit le niveau hypothalamo-hypophysaire, le niveau ovarien et le niveau utérin. On a donc une synchronisation entre ces trois cycles. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris et à bientôt pour une nouvelle vidéo.